La grande interview aujourd'hui, notre invité Marc Toiti, bonjour. Bonjour Julien. Merci d'être avec nous, économiste et président du cabinet ACDFI. Et alors, c'est bonne nouvelle, faut le dire comme ça quand même, pour l'attractivité française, au moins sur le papier. Des levées de fonds records dans les startups, des investissements des grandes entreprises étrangères en France, toujours au beau fixe, 4 milliards d'euros, nous dit l'Élysée, donc à l'issue de l'opération Choose France. Est-ce qu'à 3 mois des élections présidentielles, c'est une bonne nouvelle bien sûr pour la Macronie, mais est-ce que ces chiffres, véritablement, ils veulent dire quelque chose ? Oui, bien sûr, c'est une bonne nouvelle. Je pense qu'il faut les relativiser. C'est-à-dire, quand on voit 4 milliards, c'est bien. Mais quand nous allons bientôt atteindre 3 000 milliards d'euros de dette publique, on se dit, en 2 ans, si vous voulez, la dette publique française a augmenté de 350 milliards d'euro. C'est pas le cas des investissements. Alors voilà, quand on voit effectivement cette hausse des investissements, bien sûr, c'est sûr que c'est une bonne nouvelle. On me dit, oui, mais c'est grâce à Macron. Alors c'est sûr que quand on avait un président antérieurement, avant Macron, qui disait, mon ennemi, c'est la finance. C'est sûr que quand on arrive avec Macron, ça rassure, entre guillemets. Oui. Mais quand on regarde la réalité économique française, la pression fiscale n'a pas baissé, malheureusement, et parallèlement, on a augmenté le poids des dépenses publiques dans le PIB. La dette publique a explosé, c'est sûr, mais le poids des dépenses publiques, on est à plus de 60% du PIB. Alors on va me dire, oui, mais il y a eu un effet pandémie, c'est sûr, en 2020, mais en 2021, on a eu un redémarrage économique, on va faire à peu près 6,5 à 7% de croissance, donc là on aurait dû peut-être un petit peu calmer le jeu. Pas du tout, encore 8% de déficit public, on lui dit c'est une super performance. C'est quand même 8% alors qu'on a 7% de croissance. Et la dette publique qui augmente, donc c'est là où faire attention. Bien sûr que ce sont des bonnes nouvelles et on est content pour la France, pour nos entreprises, bien entendu, c'est formidable. Mais attention, le plus dur reste à faire. Maintenant, il faut transformer les faits. Relativiser forcément un petit peu aussi. Alors justement, un petit mot sur Choose France, parce que 5e édition de ce sommet. Alors pas de Versailles cette année, cause Covid, des rendez-vous individuels à l'Élysée. Il y a quand même quelques bonnes nouvelles malgré tout. Eastman, spécialisé dans la production de matériaux, 850 millions d'euros dans une usine de recyclage, 350 emplois, Ikea qui nous dit 650 millions d'euros dans l'économie circulaire. Au-delà effectivement des effets d'annonce, pourquoi les investissements étrangers en 2021, en année post-Covid, ils se font toujours en France? Il ne faut pas oublier que la France, on ne le dit pas assez, mais nous avons une chance incroyable de vivre en France. Alors on va le dire, parce qu'on a ne serait-ce qu'un positionnement géostratégique unique au monde, effectivement, sur l'Europe. On a une ouverture, bien sûr, sur le reste du monde. On a des infrastructures portuaires, aéroportuaires, des routes, tout ça, on l'oublie, mais c'est une des forces de la France. Et on a également une main-d'œuvre qui est qualifiée, avec des bons ingénieurs, etc. Et une main-d'œuvre au sens large également qui a un bon niveau. Donc ça, c'est des avantages, heureusement, que nous avons qui sont structurels. Par contre, il ne faut pas oublier que pour attirer les investisseurs, au début, on leur fait des petits cadeaux fiscaux. Eh oui, et parce que si on ne leur fait pas de cadeaux, ils ne viendraient pas. Comme nous sommes numéro 1 du monde en termes de pression fiscale, évidemment, il faut leur faire des cadeaux. Et d'ailleurs, très souvent, parce que ce qu'on ne dit pas dans ces enquêtes, c'est les cadeaux fiscaux, c'est pendant 5 ans. Et au bout de 5 ans, on oublie de dire que beaucoup d'investisseurs repartent. Donc c'est ça qu'il faut faire. Il faut être extrêmement prudent. Donc Eastman et Ikea, il faut regarder ce qu'ils feront dans 5 ans. Il faut regarder ce qu'ils font dans 5 ans. Mais encore une fois, je pense que le plus important, c'est la durabilité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas juste aujourd'hui se dire, c'est bon, on a réussi, tout va bien. On part de loin. Il n'y a pas de GAFAM française, par exemple. Il y a tout l'enjeu, effectivement, aujourd'hui, du financement de notre investissement. Alors, c'est bien beau tout ça, mais je parlais tout à l'heure des quelques milliards. En France, pourquoi on n'a pas assez d'investissement sur le long terme? Parce qu'il nous manque un acteur, central, qui est ce qu'on appelle les fonds de pension. Pourquoi il n'y a pas de GAFAM en France, de grandes entreprises comme ça qui sont financées par le privé? Eh bien, c'est parce qu'il n'y a pas de grand capital massif. Voilà, il n'y a pas de grands fonds d'investissement qui investissent sur le long terme, ce que peuvent faire effectivement les fonds de pension. Et nous, en France, on a besoin de ça, déjà pour financer notre retraite. Comme vous le savez, elle n'est pas financée, parce que la retraite par répartition, bientôt, elle est en train d'exploser. Donc, il va falloir aider pour financer notre retraite, et ça permettra également de financer nos entreprises en France pour faire de l'innovation. C'est ça la clé, c'est l'innovation. C'est comme ça qu'on aura une croissance structurelle plus forte demain. Alors justement, il n'y a pas de fonds de pension, mais il y a quand même un petit peu d'argent qui sont investis, notamment dans les startups. C'est un peu l'autre bonne nouvelle de ce début de semaine. 784 levées en 2021, nous dit EY. C'est quand même un quart de plus par rapport à l'année dernière. C'est donc des enseignements annuels de ce baromètre. Marc Toiti, il vient d'où tout cet argent? 12 milliards et demi, s'il ne vient pas des fonds de pension, d'où est-ce qu'il sort? Ça, c'est le problème, malheureusement. Je ne veux pas casser l'ambiance. C'est quand même 115 de plus d'investissement, 115% de plus que l'an passé, donc c'est quand même énorme. Non, c'est sûr, mais pour une raison simple. C'est qu'aujourd'hui, l'argent ne coûte rien. On a effectivement une planche à billets qui a explosé dans le monde entier, que ce soit pas seulement dans la zone euro, que ce soit aux États-Unis, dans la zone euro. Donc ces 784 startups, elles disent merci la Fed, merci la BCE. Bien sûr.
et puis surtout, encore une fois, alors ça ne va pas durer éternellement, parce qu'on avait les taux d'intérêt à zéro, etc. Donc c'est sûr qu'on avait du cash qui était là, on a aidé beaucoup de Français ou autres, et donc ils avaient de l'épargne qui a augmenté, ils ne savaient pas quoi en faire. Ils n'allaient pas mettre sur le livret A, même sinon il monte il est à 1%, mais par rapport à l'inflation, c'est rien. Donc ils se sont dit, qu'est-ce qui reste? Voilà, on va prendre des risques, on va innover, etc. Mais c'est ça le problème, c'est encore une fois, qu'est-ce qu'il y aura à l'arrivée? Donc c'est sûr que l'investissement boursier sur le long terme, c'est le meilleur investissement. Donc ça, je n'irai pas là, le contraire. Mais attention, il faut regarder qu'aujourd'hui, on est dans une sorte de monde parallèle, c'est-à-dire de paradis artificiel entretenu par les banques centrales. Alors d'abord, il y a eu la gabegie de dette publique qui a explosé, et surtout, normalement, quand on augmente la dette publique, les taux d'intérêt augmentent. Ça ne s'est pas produit. Pourquoi? Parce que les banques centrales, justement, ont actionné leur planche à billets. Je veux dire, le bilan de la BCE a été multiplié par 4. Depuis 2015, c'est énorme. Mais ça, c'est bientôt terminé, ça. Alors voilà. C'est-à-dire que heureusement, j'ai envie de dire, la fête se termine parce qu'il faut revenir. Parce que le problème de cette planche à billets, c'est que c'est vrai que ça a attiré un peu d'investisseurs, très bien, mais ça a surtout alimenté l'inflation. Ouais. Et ça, je pense que c'est un des grands enjeux de 2022, parce que, en fait, l'inflation, depuis 20 ans, on ne sait plus ce que c'est. Ouais. On n'a pas eu de vraie phase d'inflation. Là, on est sur des sommets, alors si je prends le cas des Américains, depuis les années 81-82. Vous voyez, en Allemagne, dans la zone euro, depuis les années 91. Donc, c'est des niveaux qu'on a rarement connus depuis 20 ans et que, je dirais, peut-être ma génération, moi j'étais tout petit quand il y avait l'hyperinflation des années 80, mais on ne l'a pas vraiment connu. Et surtout, le parallèle de cette hausse de l'inflation, c'est l'augmentation des taux d'intérêt. Et ça aussi, on ne sait pas ce que c'est. On s'est habitué à des taux d'intérêt à 0%, donc on dit, voilà, la dette ne coûte rien, on peut continuer de s'endetter, le quoi qu'il en coûte ne coûte rien. Ça aussi, ça va s'arrêter. Et là aussi, il faudra devenir responsable sur le sujet. Ça va commencer, comme d'habitude, aux États-Unis, puisque la Réserve fédérale a dit que ça y est, elle allait arrêter au premier trimestre cette planche à billets. Après, elle va remonter les taux d'intérêt, ses taux directeurs. Alors, nous, en France, enfin, dans la zone euro, on attend avril 2022, évidemment, parce que vous imaginez que si jamais on augmente le taux d'intérêt aujourd'hui, on arrête la planche à billets, ça va faire mal sur les taux. Mais regardez depuis quelques jours ce qui se passe sur les taux d'intérêt à 10 ans dans les pays de la zone euro. Ça explose. On est noté à 0,7% il y a quelques semaines en Grèce. On est à 1,6% aujourd'hui. Même nous, les Français, au moment où on parle, on est à 0,4% de taux d'intérêt à 10 ans, alors qu'on était en négatif il y a quelques semaines. Donc ça, c'est ce qu'il faut surveiller, c'est l'indicateur à surveiller, c'est les taux d'intérêt. Le 10 ans c'est la clé de 2022. Si les taux d'intérêt, effectivement, commencent à augmenter, il y aura des répercussions énormes, bien sûr, sur les marchés boursiers, on le voit aujourd'hui, mais également pour nous tous, pour les citoyens, sur le coût du crédit, bien entendu, sur l'immobilier qui a flambé. Donc, il y aura, bien entendu, des conséquences. 2022, c'est l'année où les taux d'intérêt vont commencer à réaugmenter, à réaccélérer. 2022, c'est l'année du retour au réel. Je pense que c'est ça le vrai enjeu. Là, on était dans un monde irréel, surnaturel. Alors, vous savez qu'il y a eu cette pandémie dramatique. Bon, ça fait 2 ans, j'espère qu'elle va disparaître le plus rapidement possible. Mais on va retrouver également un monde normal, c'est-à-dire où les taux d'intérêt vont devoir augmenter quand la dette publique flambe. Retour au réel sur les taux d'intérêt et sur notre capacité d'emprunt. Exactement, et puis également sur les marchés boursiers au sens large. Je sais, bon, si David avait été là, il me dit à chaque fois, oui, mais vous avez dit que la bourse allait baisser. Ok, d'accord, on va pas revenir à chaque fois sur le même... ça fait 25 ans que je fais des prévisions, il y a eu des très bonnes années, des moins bonnes, mais globalement, j'ai un bon bilan au sens large. Mais il y a un an ici même, je disais qu'effectivement l'inflation allait augmenter, on prenait pour un fou. Du mais non, jamais, c'est fini. Ben voilà, on y est aujourd'hui. Vous savez, l'inflation, c'est comme le dentifrice. Une fois qu'on l'a lâché, on ne peut pas remettre le dentifrice dans le tube. Ben, c'est exactement le même problème aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est compliqué. On a lâché l'inflation et maintenant les banques centrales disent bon, c'est pas grave, vous inquiétez pas, on va remonter les taux, tout va bien se passer. Mais justement, cette inflation soutenue, est-ce que les marchés vont vivre avec? Alors c'est déjà un petit peu le cas, effectivement. Est-ce que ça va être aussi une des tendances cette année où les marchés ont acquis finalement le fait qu'il y ait une inflation assez forte, assez durable, assez soutenue? Alors, le gros problème de l'inflation pour les entreprises, donc pour les marchés, c'est qu'effectivement, il y en a deux. D'abord, ça casse le pouvoir d'achat des ménages, donc ça fait moins de consommation. Et puis surtout, le vrai enjeu, c'est qu'il y a un écart aujourd'hui à ce qu'on appelle les prix à la production, ça veut dire le coût de production, et les prix à la consommation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, si je prends le cas de la France, les prix à la production, ça augmente de plus de 16% sur un an, un sommet historique, alors que les prix à la consommation, on est autour des 3%. 2,8 si on prend les normes INSEE, 3,4 si on prend les normes Eurostat, bon, peu importe. Donc, c'est-à-dire que les entreprises n'ont pas répercuté encore la hausse des coûts de production sur les prix de vente. Donc, si ça arrive, c'est bien, mais si ça n'arrive pas, elles vont devoir rogner sur leurs marges. Et si les marges reculent, finalement, les marchés boursiers auront moins de profit, donc les marchés boursiers vont en prendre ombrage. Donc, ce qui veut dire que, oui, aujourd'hui, cette inflation, elle est là. Alors, je rassure nos auditeurs ou nos téléspectateurs, on va avoir une baisse de l'inflation à partir de la mi-2022. Vraisemblablement parce qu'on a un ralentissement économique. Mais en attendant, il y a cette inflation qui est là, les banques centrales vont devoir réagir. Et moi, ce qui m'inquiète, si vous voulez,
pour les marchés et pour tout le monde, c'est la crédibilité de ces banques centrales. Parce que quand même, ça fait 1 an que les banques centrales nous font du déni de réalité. Que les politiques mentent, ça on a l'habitude, mais que les banquiers centraux, qui sont les gardiens du temple, mentent depuis 1 an en disant « Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas d'inflation ». Alors maintenant, ça y est, la Réserve fédérale, Jérôme Powell a fait son mea culpa. Oui. Il a été très fort, il a dit « Écoutez, on s'est trompé ». Et d'ailleurs, ça n'a pas forcément fait flamber les marchés plus que ça. Comment est-ce qu'on explique la résilience des bourses d'ailleurs là-dessus? Justement, il a été honnête. De ce point de vue, il dit écoutez, on s'est trompé, il a été honnête, maintenant on va réagir. Donc maintenant, on attend. On escompte, entre guillemets, que sa réaction va être positive et que l'inflation va baisser. Mais si l'inflation ne baisse pas, c'est ce que font aujourd'hui les marchés, ils commencent à s'inquiéter. Ce qui est plus inquiétant, c'est ce qui se passe chez nous dans la zone euro, où Mme Lagarde, pour l'instant, n'a pas fait son mea culpa. Elle continue de dire, mais non, vous inquiétez pas, tout va bien, tout est sous contrôle. Ça, c'est dangereux, parce que si l'inflation continue d'augmenter, nos amis allemands, vous savez qu'ils ont une peur bleue de l'inflation, la tension est en train de monter. Je parlais avec des amis des journalistes, notamment et des économistes de Francfort, qui mettent une pression sur Mme Lagarde qui est dangereuse. Et donc, de ce point de vue, attention, la clé des banques centrales, c'est la confiance, c'est la crédibilité. Si on perd cette crédibilité, alors là, c'est très dangereux, justement pour les taux d'intérêt à long terme qui peuvent augmenter. Et encore une fois, je rappelle les chiffres, la dette publique qui explose, bientôt on va être à 3 000 milliards d'euros en France. Pour l'instant, on n'a rien vu de tout ça. Parce que c'était le quoi qu'il en coûte, ça ne nous coûtait rien. Maintenant que ça commence effectivement les taux d'intérêt à augmenter, là on va voir le vrai coût de tout ça. Toute cette gabegie de dépenses publiques et de planches à billets. C'est maintenant que le coût va devoir être supporté. Alors on va voir une accélération là, effectivement de tous ces indicateurs et de tous ces éléments dans les mois qui arrivent. Ça va corroborer d'ailleurs plus ou moins avec le cœur de la campagne présidentielle, février, mars, avril. Comment est-ce que ça va se passer? Est-ce qu'on va peut-être enfin du coup avoir l'occasion de parler un peu plus d'économie, un peu plus de macroéconomie dans la campagne? Ça serait formidable, bien entendu. C'est-à-dire que malheureusement, j'en doute, parce qu'on n'en parlera pas, on le voit aujourd'hui, les thèmes. Alors bien sûr, on dit c'est le pouvoir d'achat. On a fait quoi le pouvoir d'achat en France? Et voilà, on fait un chèque de 100 €, vous êtes content. Non, c'est pas ça le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, c'est ce que mes revenus augmentent plus que les prix. C'est ça le pouvoir d'achat. Donc pour ce faire, il faut qu'il y ait des emplois. Pourquoi on ne parle pas assez d'économie d'ailleurs pour l'instant depuis le début de la campagne? Le problème, c'est qu'on a malheureusement une carence de culture économique en France et que globalement, à chaque fois qu'on parle d'économie, c'est politisé. Vous voyez, aujourd'hui, quand on parle théories de la décroissance, des théories effectivement en veux-tu en voilà, qu'on nous fait croire que si on arrête l'immigration, la croissance va redémarrer, tout va aller mieux dans le meilleur des mondes. Bon, et finalement, on a des problèmes effectivement de sécurité, ce que vous voulez. C'est sûr qu'il y a des problèmes, mais encore une fois, la clé, ça reste l'économie. Moi, ma crainte pour la présidentielle, c'est quand même que justement, on va pas beaucoup parler d'économie, mais l'économie. Peut-être que Macron sera le candidat qui en parlera peut-être le plus. Ah bah oui, c'est quand même celui qui a un peu plus d'avance par rapport aux autres. Bon, mais le vrai enjeu, c'est que, justement, c'est là où Mme Lagarde, elle a envie de lui faire plaisir, parce que si jamais elle arrête la planche à billets avant les élections, que les taux d'intérêt augmentent, encore une fois, plus inflation qui augmente, taux d'intérêt qui augmente, là, l'électeur va se dire, attendez, qu'est-ce qui se passe? Alors c'est sûr que si jamais on a d'autres partis qui arrivent, ça peut être pire, bien entendu. Et en même temps, est-ce qu'on est encore dans ces époques où la vitalité économique d'un pays, ou le climat des affaires, comme on dit, a une influence directe sur le résultat d'une présidentielle? Est-ce qu'on en est encore là en 2022? Je crois qu'on n'a jamais eu ça, globalement. C'est-à-dire que je crois qu'en France, on n'a tellement pas de culture économique. Vous savez, en France, malheureusement, on a une culture de lutte des classes. Bon, la bonne nouvelle quand même, c'est que justement, on voit l'extrême gauche qui s'est effondrée, donc c'est-à-dire que on a compris que la lutte des classes, c'était pas l'avenir, quoi. Donc ça, c'est pas mal. Parce que l'URSS, ça fait quand même plus de 20 ans que ça disparaît. On avance un peu. Mais voilà, on avance un petit peu, ou quasiment. Donc là, on avance dans le bon sens, ça c'est sûr. Mais néanmoins, on a besoin aujourd'hui d'améliorer cette culture économique et de faire prendre conscience que quand on dit, il faut juste baisser un petit peu la dépense publique, c'est pas pour faire mal, c'est qu'il faut optimiser effectivement cette dépense publique. Parce que si on le fait pas, le danger, c'est quoi? C'est qu'à la fin, pour financer cette dette publique, quand la BCE, elle ne le financera plus, il faudra augmenter les impôts. Donc là, c'est vrai que tout le monde dit non, c'est promis, on n'augmentera pas les impôts. Les promesses n'engagent que ceux qui croient. Et là, effectivement, il y a un vrai danger pour l'après-présidentielle. Là où on n'aura plus toutes les aides et il y a un risque d'augmenter les impôts, notamment sur l'épargne. Ça pourrait être effectivement très dangereux. Moralité, lisez et regardez Boursorama. Voilà, merci. heureusement que vous êtes là. Et David aussi, surtout. Merci beaucoup en tout cas, Marc Toiti, d'être venu nous voir, président du cabinet ACDFI, économiste aujourd'hui dans Ecorama sur Boursorama.